Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Toi qui te passionnes pour la diversité des points de vue, je ne m'étonne pas que tu aies, que tu aies choisi d'entendre cet invité à contact. Christian Rioux, ancien correspondant et surtout chroniqueur pour Le Devoir à Paris, qui dit avoir été congédié. Il dit on m'a montré la porte. C'était en décembre dernier. Le Devoir, il faut quand même le préciser parce que je les avais invités à être présents à mon émission à Télé-Québec hier soir, puisque Christian y était aussi. Le Devoir prétend que c'est un enjeu de travail, de ressources humaines et qu'il ne préfère rien ajouter à ce débat. Christian, donc, a un autre point de vue. Mais ça fait des vagues, là. Pour Le Devoir, là, ça fait des vagues beaucoup dans les dernières semaines sur la diversité des points de vue, d'autant plus qu'ils ont des chroniqueurs, je commenterai pas plus, là, mais à l'autre extrême qui disent toutes sortes d'affaires. J'ai fait le grand écart entre la semaine dernière, une essayiste, Suzanne Zakor, qui parlait de spécisme ou d'antispécisme et des liens avec le féminisme. Alors là, j'étais probablement dans un territoire davantage fécond pour Le Devoir. Et aujourd'hui, avec Christian Rioux, on est ailleurs, littéralement, mais ça m'intéresse au premier chef parce que c'est toute la question de ce qu'est le journalisme aujourd'hui. Et pas juste le journalisme, aussi la chronique. Est-ce que la diversité de points de vue est encore au rendez-vous? C'était une question que posait l'équipe Trump avant d'être élue, et particulièrement sur la liberté d'expression. Ils sont loin d'être exemplaires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils pêchent aujourd'hui comme ils dénonçaient hier ceux qui interdisaient certaines paroles. Christian a été journaliste, mais c'était aussi un chroniqueur. Alors, plus conservateur, peut-être plus à droite, je le laisserai choisir l'étiquette, mais visiblement, c'était une parole qui déplaisait dans la rédaction, c'est ce que lui me dit, peut-être aussi auprès de certains lecteurs, mais c'est le principe. C'est pas de faire l'unanimité, c'est d'exposer des lecteurs à toutes sortes de points de vue différents, et on est tous souverains, capables de se faire une opinion. Conversation vraiment en profondeur et passionnante. Et d'ailleurs, pour Le Devoir comme pour les autres, c'est la force qu'on donne aux médias versus les réseaux sociaux qui deviennent des chambres d'écho et où l'algorithme te fournit toujours le point de vue que tu aimes déjà, que tu connais déjà. Alors, si tu veux garder un esprit critique, je veux dire, il faut que tu saches ce que les autres pensent, il faut que tu saches ce qui se dit, il faut que tu compares ton point de vue, il faut que tu voies apparaître les nouveaux arguments de l'autre bord. L'idée d'un esprit fort, c'est de connaître une diversité de points de vue, là. Après ça, tu peux te faire le tien, mais... On est parfaitement d'accord. Les algorithmes, en général, te donnent ton fixe de ce que tu aimes, comme une drogue. Exactement. Et le souhait, ce qui, moi, me fait rêver, c'est évidemment d'être exposé à toutes sortes de points de vue, y compris ceux que je ne partage pas. Je ne suis pas à risque d'entendre quelque chose qui ne correspond pas à ma vision du monde. Je ne suis pas à risque même d'entendre quelque chose d'extrême. Je suis capable, suffisamment vacciné pour m'opposer, pour critiquer, mais le meilleur moyen, d'ailleurs, de comprendre ce que tu ne veux pas, c'est d'entendre ce discours-là. C'est pas d'en être exclu et qu'on choisisse à ta place ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter Christian Rioux, bien au contraire. C'est intéressant. C'est surtout, dans son cas, 50 ans d'expérience en journalisme. J'ai hâte d'entendre ça. Bon, il y a eu un vote de la Chambre des représentants hier sur les droits douaniers. En théorie, c'est cette chambre qui devrait avoir le pouvoir en matière de tarifs. Et ils ont désavoué la politique du président. Et particulièrement sur les droits douaniers qui sont opposés au Canada. Très serré, 219-211, mais c'est une chambre contrôlée par les républicains. C'est un échec pour Mike Johnson, le patron de la Chambre, parce qu'il y a donc 6 républicains qui ont appuyé la très grande majorité des démocrates. Je pense qu'il y a un seul démocrate qui n'était pas dans le groupe. Sur une question de principe, tu le dis, en matière de droits douaniers, c'est une prérogative constitutionnelle qui appartient à la Chambre, donc c'est de dire un instant, il y a des circonstances extrême d'urgence où le président peut agir, mais sur le fond, ça devrait être une prérogative. Et aussi, je pense que c'est le reflet d'une tension sur la relation canado-américaine, de ce qu'il y a historiquement une relation. Alors, c'est pas ça qui était au cœur de tous les arguments, mais ça compte. C'est peut-être aussi le fait du travail diplomatique que fait en coulisses le Canada, parce qu'on n'agit pas que sur la Maison-Blanche. Une grosse partie du boulot pour l'ambassade et ses employés, c'est d'être en contact avec les représentants, avec les
sénateur. Mais c'est symbolique. C'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire. Nos auditeurs qui présentement se demandent, mais est-ce que les tarifs tombent sur l'acier, l'aluminium? Toi, la réponse, c'est non ce matin, là. Catégoriquement non. D'abord, il faudrait que le Sénat soit d'accord. Ça pourrait arriver que là aussi, quelques républicains décident de s'opposer en principe. Je serais surpris, mais plus encore, le président va opposer son veto. Et pour renverser le veto d'un président, parce que c'est possible, il faut que les deux chambres adoptent à nouveau cette loi avec une super majorité. Et là, c'est absolument impossible. C'est pas juste improbable, c'est impossible. Mais ça dit quelque chose. Sauf si la Cour suprême tranchait la fameuse question qui est reportée depuis le début janvier et disait le président n'a pas ce pouvoir. Abuse de son autorité. Est-ce que ça aura une influence sur les parlementaires? Possiblement, mais dans les faits, si la Cour suprême tranche, ils auront le dernier mot. Et c'est évidemment quelque chose que redoute l'administration. Ça plane, mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé hier au Congrès, c'est que c'était vraiment pour le Canada, parce qu'il y a une relation particulière. Et c'était peut-être aussi la petite craque pour commencer à questionner l'autorité du président en matière de droits douaniers. Mais c'est évident que politiquement, c'était plus simple de dire on va d'abord régler l'affaire de notre voisin canadien, qui pour plusieurs parlementaires est un partenaire d'affaires légitime, correct, fiable. Tu nous éclaires régulièrement sur des questions mystérieuses. Ça, c'en est une. L'affaire des drones à El Paso, là, dans le sud des États-Unis. Pourquoi la FAA a fermé l'espace aérien ou a voulu fermer l'espace aérien pour des drones? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment mystérieux. El Paso, pour comprendre, donc, ville importante, la 23e ville en importance aux États-Unis, qui est littéralement à cheval sur la frontière, Juárez d'un côté et El Paso de l'autre. C'est comme si tu disais, à l'ouest de Saint-Laurent, c'est le Mexique, à l'est, c'est le Canada. C'est aussi simple que ça. C'est la même ville, c'est un continuum, deux villes avec la menace de drones qui peuvent passer au-dessus de la frontière pour livrer de la drogue, pas juste à El Paso, ou pour d'autres choses, des incursions malveillantes. Alors, à 23h30, mardi, la FAA annonce que l'espace aérien est fermé, et pas juste ponctuellement, pour 10 jours. C'est du jamais vu. Tu peux imaginer le bordel que ça engendre. 8 heures plus tard, le lendemain matin, c'était levé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Officiellement, il y aurait eu des drones malveillants, peut-être des cartels, qui auraient été pour abattus. Alors là-dessus, il y a toutes sortes de versions. Il y en a qui disent que c'était une espèce de ballon inoffensif. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a en ce moment entre CBP, la Custom and Border Patrol ou Protection, donc la police des frontières, et la FAA, un petit contentieux. Ils devaient d'ailleurs se parler, ils doivent encore se parler, je pense, le 20 février, sur l'utilisation par la police des frontières de nouvelles armes anti-drones. C'est beaucoup au cœur de l'actualité militaire. C'est le cœur de la guerre en Ukraine. Les drones ont changé complètement la façon de faire la guerre, et c'est aujourd'hui le pouvoir asymétrique des drones. C'est-à-dire qu'une petite puissance, un cartel, peut déstabiliser une très grande puissance juste avec la force de ces drones. Rappelle-toi de ce qu'ont fait les Ukrainiens contre des bases aériennes en Russie et très profondément dans le territoire en faisant entrer des drones à bord de camions qui ont été libérés tout juste à côté des aéroports pour attaquer des avions. Alors, c'est ce qu'on soupçonne. Les Américains, de plus en plus, prennent la menace au sérieux, déploient de nouvelles armes, essentiellement des armes micro-ondes qui viennent brouiller les champs magnétiques. Et ça a été peut-être utilisé sans que la FAA soit informée, parce que ça peut avoir aussi un impact sur les avions, pas juste sur les drones. Et d'ailleurs, hier, il était permis aux avions, ou avant-hier, il était permis aux avions à plus de 18 000 pieds de continuer à voler au-dessus d'El Paso, mais sous 18 000 pieds, c'était interdit. Et c'est probablement aussi dans cette zone, je spécule, je ne suis pas un parfait spécialiste, que ces nouvelles armes, on parle de High Power Microwave, et particulièrement, ça serait des Leonidas 6 qui ont été développés par Epirus, déjà testés. On l'a vu dans je ne me rappelle pas si on en avait parlé, mais ça a été testé sur une base militaire américaine où un essaim de drones, une quarantaine, avait été stoppé net, justement avec cette arme micro-ondes qui fait en sorte que, soudainement, les drones n'ont plus de puissance et littéralement tombent au sol. Donc, est-ce que ça a été utilisé récemment? Okay, donc on les abat pas avec un projectile, on les neutralise.
On les neutralise littéralement en plein vol et soudainement, c'est comme si tu n'avais plus de Il jus, tombe ton comme une moteur roche. arrête de tourner, tu tombes comme une roche. Ça changerait aussi probablement la face de la guerre, mais ça pose des questions sur l'aviation civile. Et là, il y avait probablement entre la FAA, qui s'occupe du trafic aérien, et la police des frontières, un petit hiatus. C'est peut-être ce qui s'est passé. On en aura davantage au cours des prochains jours. Mais essaie d'imaginer, toi, les autorités locales n'ont même pas été prévenues. Le maire a appris à minuit que l'espace aérien était fermé pour les avions ambulances, pour tout. Et on disait 10 jours. 10 jours. Ouais. C'est jamais arrivé. Très, très rapidement, témoignage de Pam Bondi. C'est passé quelque chose de notable hier? Non, elle était très offensive, a refusé d'abord de s'excuser, a admis que c'était une erreur cléricale qui fait que des noms de victimes ont été publiés alors qu'ils avaient mis des semaines à caviarder les documents pour faire en sorte de protéger les identités. On y reviendra, quant à moi, parce qu'il y a deux questions qui intéressent beaucoup la base MAGA du président, qui ont été abordées, mais très brièvement par des représentants hier. C'est l'enquête sur Arctic Frost, qui fait que des parlementaires américains ont été illégalement espionnés, leur communication écoutée. On parle d'une vingtaine de membres du Congrès. Et quand je dis illégalement, c'est certainement ça. C'est lié à une enquête sur les élections de 2020 et puis le sort de John Brennan, ancien patron de la CIA, qui avait apparemment peut-être menti au Congrès sur la question du dossier Steele. Là, on est dans les élections de 2016 avec Donald Trump, qu'on disait compromis par des informations qui étaient peut-être un pantin du Kremlin. John Brennan, à l'époque patron de la CIA, avait laissé comme preuve au dossier quelque chose qui aujourd'hui, on le sait, est totalement discrédité, ce qu'on appelle le dossier Steele d'un ancien espion britannique. Ça avait été commandé, ce dossier, par les démocrates dans le cadre de la campagne. Et il y en a au sein de la famille MAGA qui aimerait bien que des procédures soient entreprises contre l'ancien patron de la CIA. M. Trump et ses équipes avaient souvent dit on va s'occuper de ces gens-là. La question a été posée hier à Pam Bondi qui dit je ne peux pas commenter, il y a une enquête, mais c'est évident qu'il y a une partie de la base MAGA sur ces enjeux, au-delà d'Epstein, qui veut des réponses. Je le dis parce que ça nous change d'Epstein. Merci,